Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nouveau thème. Quelle est l'histoire vraie la plus terrifiante dont vous avez entendu parler? Si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez me laisser un like et vous abonner. C'est parti. Les rapports sur les sources orphelines de l'Agence internationale pour l'énergie atomique sont terrifiants et bien documentés, y compris des images vraiment graphiques. L'un de ces incidents les plus terribles est celui de Guyana, en 1987. Pour ceux qui ne le savent pas, un accident de source orpheline se produit lorsque du matériel radioactif perdu, provenant généralement d'un hôpital abandonné, est découvert par des personnes qui ne savent rien du danger. Ces personnes, ainsi que leurs familles, voisins et amis, sont par inadvertance exposés à des doses de radiation défigurantes et mortelles. Les gens invitent leurs voisins à voir l'étrange bizarrerie qu'ils viennent de trouver. Ils en donnent même de petits morceaux. Les enfants jouent avec de la poussière scintillante, sans se douter qu'ils se condamnent à une mort atroce. J'ai lu des récits horribles, ainsi que des témoignages des survivants qui décrivent les dégâts causés. L'exposition aiguë aux radiations est une façon vraiment cauchemardesque de mourir. Votre chair pourrit pendant des mois et finit par se détacher. Les greffes de peau sont inefficaces. Votre corps et votre esprit se détériorent lentement, dans une douleur inimaginable, tandis que les médecins sont impuissants à faire quoi que ce soit. Finalement, vous mourrez d'une infection ou d'une nécrose. Mon oncle était dans un bar, un soir, et il a commencé à parler à un type au hasard. Il l'a décrit comme étant un homme très gentil. Il l'a rencontré plusieurs fois au même endroit. Il buvait et parlait de choses et d'autres. Peu après, mon oncle a cessé de voir ce gars au bar. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis, mais mon oncle m'a raconté un jour qu'il a été convoqué pour son devoir civique de jurer. Il s'est présenté et a découvert la nature du procès. Un tueur en série, qui n'était autre que son ami du bar. Ce gars s'appelait Derek Toddley. Pour des raisons évidentes, mon oncle a été renvoyé de son devoir de jurer. Je travaille la nuit dans une station-service. Je fais ce travail depuis un certain temps et j'ai été dans différentes stations, dans différentes régions qui avaient de différents niveaux de criminalité. On a des habitués bien sûr. Je suis une femme de petite taille, tout comme ma remplaçante. Les habitués s'inquiètent souvent pour nous et gardent un œil sur les événements effrayants quand ils le peuvent. Il y avait ce gars qui venait tous les matins pour acheter ses cigarettes. Un jour, il m'a demandé si ça m'arrivait d'avoir peur quand je bosse la nuit. J'ai répondu oui, parfois, mais je peux fermer la porte à clé et me cacher si nécessaire. En plus, la police provinciale avait un poste juste à proximité. J'avais de bons rapports avec eux. Il a hoché la tête et il m'a raconté une anecdote concernant son arrivée au Canada. Il est venu d'Europe de l'Est avec sa femme et son enfant à la fin des années 80. Un soir, il s'est endormi à la station-service où il travaillait la nuit. Lorsqu'il s'est réveillé, le téléphone sonnait depuis des heures et son directeur le secouait violemment en lui demandant s'il allait bien. Il a répondu « Oui, c'est quoi le problème? Désolé de m'être endormi. » Son directeur lui a dit qu'au contraire, c'est très bien qu'il soit resté endormi. Et ensuite, il lui a dit de jeter un œil à la station. La boutique était saccagée. L'huile moteur avait complètement disparu et l'extérieur du bâtiment était saccagé. Les voleurs ont pris ce qu'ils pouvaient, mais ils l'avaient laissé tranquille parce qu'il était dans les vapes. Mais ensuite, ils se sont rendus à la station suivante
pour un nouveau crime. Cette fois, l'employé était debout et s'est même défendu. Les voleurs l'ont poignardé à mort et l'ont laissé se vider de son sang. Lorsqu'il a fini de me raconter ça, il a conclu en disant « Si jamais vous avez sommeil, pensez d'abord à fermer la clé. Ça pourrait vous sauver la vie. » Lors d'un incident survenu à Trinidad, des plongeurs qui faisaient la maintenance d'un oléoduc ont été instantanément aspirés par celui-ci. L'un d'entre eux a pu s'échapper à temps, mais 4 plongeurs sont restés coincés pendant des jours dans un petit tuyau enduit de pétrole. Ils avaient seulement une petite poche d'air pour respirer avant de mourir. Quand j'essaie d'imaginer ce que ça a pu être pour eux, je me sens extrêmement mal à l'aise. Dans les années 90, un infirmier du New Jersey a tué des centaines de patients. Parfois, il se faufilait dans les chambres des patients à la nuit et leur injectait des doses mortelles de médicaments. D'autres fois, il mettait les médicaments dans des poches de perfusion dans la salle d'approvisionnement, afin que plus tard, il tue n'importe quel patient au hasard. Il a été accusé à plusieurs reprises. Certains patients l'ont montré du doigt avant de mourir. Certains membres du personnel le trouvaient effrayant et dangereux et refusaient de travailler avec lui. Il a été renvoyé de différents établissements à plusieurs reprises. Mais les directeurs d'hôpitaux savaient que s'il était arrêté, ils seraient eux-mêmes poursuivis par les familles des patients qu'il avait assassinés. Ils l'ont donc simplement licencié et n'ont jamais appelé la police. Ça s'est produit dans 12 hôpitaux différents, sur une période de 16 ans. Les enquêteurs pensent qu'il a tué environ 400 personnes. Après son arrestation, il a avoué 40 meurtres. Pour 29 d'entre eux, il a donné suffisamment de détails pour être inculpé. Il a plaidé coupable. Il est lié à plus de 300 autres décès, mais les détails ne seront probablement jamais connus, étant donné que de nombreuses informations ont été perdues au fil du temps, ou détruites par les hôpitaux. À 17 ans, je traînais avec 2 de mes amis. Ils voulaient aller fumer de l'herbe dans les bois. Je n'en avais pas envie, alors je les ai juste déposés, et j'ai attendu dans la voiture. Au bout d'un moment, j'ai commencé à m'ennuyer, alors j'ai décidé d'aller les rejoindre. Il y avait 4 chemins qui partaient dans des directions différentes, alors j'ai pris le plus grand, au hasard. Après quelques minutes de marche dans la forêt noire, je suis tombé sur un creux dans le sentier. De l'autre côté, il y avait un banc à peine visible sous la lumière de la lune. Un homme était assis sur ce banc et une autre personne se tenait devant lui. Je ne pouvais pas distinguer leur silhouette. J'étais convaincu qu'il s'agissait de mes amis. J'ai donc crié leur nom avant de m'approcher. Si vous avez déjà visité les bois la nuit, vous devriez connaître ce sentiment de malaise qui se manifeste parfois dans votre esprit. J'avais un mauvais pressentiment. Eh bien, il s'avère que juste après avoir appelé mes amis, les 2 silhouettes se retournent pour me faire face. Sans un mot, sans un bruit, le gars qui était assis se met à sprinter vers moi à toute vitesse, dans un silence total. J'étais choqué et je suis resté pétrifié pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Puis quelque chose m'a fait sortir de ma torpeur. Je me suis retourné et j'ai commencé à courir dans l'autre direction pour me tirer de là. J'ai trébuché plusieurs fois parce que je ne voyais rien du tout. Je suis finalement sorti des bois et je me suis enfermé dans ma voiture, mais j'étais vraiment inquiet pour mes amis. Quelques minutes plus tard,
Je les vois tous les deux venir d'un chemin complètement différent. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient vu personne. Et honnêtement, je les crois. Ma petite amie de l'université m'a appelé un soir. Elle m'a dit qu'un homme, dans un gros pick-up, n'arrêtait pas de la suivre. Il l'avait suivie sur plusieurs quartiers, et même lorsqu'elle tournait en rond. À l'époque, le tueur en série du bâton rouge était actif depuis un certain temps. D'après la police, le tueur conduisait apparemment le même gros pick-up, et ma copine correspondait au profil de la victime. Elle était brune et vivait dans un quartier aisé. Elle gardait la maison de sa tante. Mon coloc et moi l'avons rejoint, et on a suivi les deux voitures pendant un certain temps. Comme elle habitait près de l'université, j'ai supposé qu'il s'agissait d'une blague d'étudiant stupide. Finalement, elle s'est garée devant la maison de sa tante. Le camion s'est arrêté 2 maisons plus loin, et on s'est garé derrière. Je lui ai dit que j'allais juste lui dire 2 mots, et je me dirige alors vers le pick-up. Le FBI dit que le tueur était de race blanche, mais j'ai vu que cet homme était afro-américain. Je lui ai expliqué qu'il n'y avait pas de problème, mais qu'il faisait peur à ma petite amie et qu'il devrait partir. Il m'a regardé de travers, mais il est finalement parti. J'ai revu ce type quelques mois plus tard, en couverture du journal de la ville. Il venait d'être arrêté. C'était bien lui, le tueur. Cette histoire m'est arrivée à moi. J'étais un petit enfant. J'avais peut-être 5 ou 6 ans. On vivait à la campagne. Ce n'était même pas une ville, juste un endroit. C'était le genre d'endroit où les gens ne ferment jamais à clé et où tout le monde se faisait confiance. On avait une vieille voisine qui était comme une grand-mère pour moi. Je passais chez elle pour prendre le goûter et elle avait une figurine de Monsieur Patate avec laquelle je jouais tout le temps, et qui appartenait à son fils. Un jour, son fils est rentré à la maison. Il avait une 20aine d'années. Il était dans l'armée, je crois. Je ne me souviens pas très bien de lui, mais il m'a demandé si j'aimerais aller camper avec lui. Et si je voulais, je pouvais aussi inviter mes grands frères. Ma mère a dit non. Elle avait un sentiment bizarre à son sujet. Elle m'a raconté qu'elle l'avait vu au magasin familial, avec des blessures sur ses bras et sous ses ongles. Elle a trouvé ça bizarre, et quand elle lui a posé des questions à ce sujet, elle a senti qu'il évitait de donner des réponses. Peu de temps après, on a appris que 3 campeurs avaient été assassinés, tout près de l'endroit où on vivait. C'était un couple et leur enfant. La police n'avait aucune piste, ni aucun suspect. Les gens étaient choqués. Ce genre de choses n'arrive jamais ici. Ma mère s'est alors souvenue de l'impression bizarre qu'elle avait eue à propos du fils de la voisine. Elle a appelé la police pour leur raconter son interaction. Elle leur a simplement dit « Ce n'est sûrement pas grand-chose, mais voilà ce que je sais. » Je me souviens qu'un jour, des inspecteurs sont venus chez nous pour lui parler. Ils avaient d'autres preuves qui correspondaient à son témoignage, mais pas assez pour le relier au meurtre. L'affaire n'est toujours pas résolue à ce jour, bien qu'un inspecteur disait qu'il était absolument certain que c'était lui. Quelques années plus tard, l'homme est allé en prison pour l'enlèvement et la tentative de meurtre d'une femme. Elle était tombée en panne d'essence et elle était montée dans sa voiture. Elle a survécu. Dieu merci.